j'ai fait sur la synthèse bibliographique. Lorsque vous faites un travail de recherche, trouver la recherche pertinente dans votre domaine, c'est très important, c'est essentiel pour la réussite de votre projet de recherche. On ne commence pas de zéro, il y a d'autres gens qui font de la recherche, donc on s'intéresse toujours à savoir, à se poser la question, quels autres travaux de recherche ont été publiés dans le domaine et dans le sujet. Ça, c'est important parce que ça va aussi influer sur votre contribution. Donc, s'il y a déjà un travail qui a été fait, bah, l'objectif, c'est pas de le refaire et de s'intéresser à ce qui a déjà été fait, soit pour euh, bâtir nos travaux de recherche sur ces travaux-là, ou des fois même pour les critiquer, parce que il se peut que les travaux de recherche qui aient été faits soient pas fiables ou pour plein d'autres raisons, on peut les critiquer, on peut les supporter, on va dire, c'est-à-dire dire qu'on est d'accord avec ce qui a déjà été fait, ou apporter d'autres méthodes, d'autres techniques. Donc c'est important de faire un état des lieux de ce qui a déjà été fait. C'est l'un des défis les plus difficiles et les plus longs pour les chercheurs. Ça prend du temps. Pourquoi? Ben, ça prend du temps parce qu'il y a plein d'informations, il y a beaucoup de publications à lire. Ça prend du temps de trouver toutes les publications pertinentes. Euh, et ça prend du temps de toutes les lire et de les résumer correctement. Et ça sera de plus en plus difficile puisqu'il y a de plus en plus d'informations. D'accord? Euh, mais c'est une étape importante dans votre travail de recherche. Alors, ce qu'on dit ici dans le Web of Science et même en science en général, on dit que chaque domaine, c'est un environnement tentaculaire et en constante évolution. Quand vous représentez les domaines par publication, les publications sont connectées entre elles avec les références et les citations. Toujours s'intéresser un minimum à l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déjà été publié. Et il y a toujours des nouvelles pistes qui naissent. C'est les publications récentes qui développent de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes ou qui ouvrent d'autres horizons. Donc, et c'est ce qu'on appelle un réseau de citations. Ça, on peut l'explorer dans le Web of Science assez, euh, assez facilement. OK? Euh, alors, la proposition, ce que je vous propose comme conseil, c'est que je vais vous montrer quelques étapes pour effectuer une recherche dans le Web of Science, pour faire une recherche approfondie et complète. Alors, bien sûr, on a un temps limité pour faire la recherche, donc on va essayer d'être efficace. On ne peut pas tout lire, euh, même s'il y a beaucoup de publications importantes. L'objectif, c'est d'essayer de trouver les publications les plus pertinentes. D'accord? Et c'est même ce que vont faire les examinateurs quand ils vont évaluer la qualité de votre publication. Est-ce que vous avez pris le temps de faire une bonne synthèse bibliographique? Parce que eux connaissent le domaine et ils vont se dire, ah, c'est bizarre, l'auteur n'a pas cité cette publication qui est pourtant une publication clé dans le domaine ou dans le sujet de recherche. Donc, il faut prendre un petit peu de temps, un minimum de temps pour bien explorer la littérature. OK? Alors, comment on fait pour trouver des articles et comment on peut faire pour évaluer rapidement leur impact et créer des alertes? Les alertes, elles sont assez intéressantes. Pourquoi? Parce que vous, en gros, vous demandez au Web of Science de faire la recherche constamment pour vous, parce que vous allez faire la recherche une fois. Une fois que vous avez fait la recherche et que vous avez une visibilité sur le domaine, il y aura d'autres publications. Tous les jours, il y a des publications qui sont ajoutées dans les moteurs de recherche. L'objectif, c'est de rester à jour sur le sujet. OK? Donc ça, c'est un point assez important. Alors, il y a 5 étapes. Je propose 5 étapes. Potentiellement, il y en a plus, mais ça, c'est les 5 étapes que je vous propose dans cette formation. La première, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire, c'est de choisir la bonne base de données pour votre recherche. OK? Ça, c'est très important. Euh, si je cherche dans une petite base de données, potentiellement, j'aurai pas beaucoup de résultats. D'accord? Donc ça, c'est la taille de la base de données, c'est important. Il y a aussi la discipline de la base de données. Alors, pour ceux qui travaillent dans le médical, qui utilisent beaucoup PubMed, par exemple, PubMed, c'est, on va dire, Medline, c'est la référence en termes de contenu médical. OK? Donc, vous avez plusieurs bases de données. On peut s'intéresser aux bases de données régionales, par exemple, qui sont publiées dans d'autres langues. Donc, la base de données, le choix de la base de données, c'est un point important
sur la recherche qu'on va effectuer. Si on s'intéresse au brevet, on peut s'intéresser au brevet. On ne va pas chercher dans les revues ou dans les conférences ou dans les livres. Les brevets ne sont pas publiés dans les revues. Je vais chercher dans la base de données des brevets. Si je m'intéresse à faire une recherche d'ensemble de données qui ont été partagées par les chercheurs, je vais faire une recherche dans une base de données précise. Donc, toujours se poser la question sur quelle base de données je vais utiliser. Il y a un autre point aussi qu'on verra dans le Web of Science, c'est qu'on peut chercher dans toutes les bases de données qui sont disponibles dans le Web of Science. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Si on ne veut pas être trop sélectif, on peut inclure toutes les bases de données. OK? Alors, je ferai un exemple pour chacun de ces points tout à l'heure quand je vais utiliser le Web of Science. Là, j'ai juste une petite présentation rapide, quelques slides, et ensuite, je passe sur la plateforme. OK? Comment on peut faire une recherche? Il faut essayer de maîtriser les recherches par mots-clés. Alors, souvent dans les pays du Maghreb ou pays francophones en général, ou même dans d'autres pays, on va faire une recherche selon notre langue, la langue maternelle, on va dire, ou la langue qu'on maîtrise le mieux. En sciences, on aura toujours plus de résultats si on cherche en anglais. Vous pouvez faire un exemple dans n'importe quel moteur de recherche. On cherche en anglais, on a toujours plus de résultats que si on cherchait en français ou en arabe. Ça ne veut pas dire que la recherche en français n'est pas nécessaire ou n'est pas utile, ou en arabe, etc. Il y a des cas où on peut chercher sur des termes précis en français selon le sujet. Mais si on veut être vraiment inclusif, autant faire la recherche directement en anglais. Souvent, quand je visite les universités dans les pays francophones, je demande un exemple de mots-clés. On me donne souvent des mots-clés en français, ce qui est dommage parce qu'on se limite automatiquement sur les publications qui sont publiées qu'en français. D'accord? Donc, pensez à faire des recherches en anglais. Ça, c'est simple de traduire les mots-clés. Et il y a aussi des caractères, des opérateurs. On peut combiner les mots-clés. Alors, and ou or, donc on peut mettre un mot-clé et un autre mot-clé en même temps, ou on peut être un peu plus inclusif, une recherche de mots-clés sur ce mot-clé ou ce mot-clé. Il y a plein d'opérateurs, je vous ferai un exemple tout à l'heure. On peut utiliser l'étoile, l'astérisque, pour inclure tous les mots-clés qui commencent par certains caractères. Donc là-dessus, je vous donnerai quelques conseils aussi sur comment maîtriser la recherche par mots-clés. Filtrer les résultats, c'est très important. Comment on fait pour filtrer les résultats? D'entrée, on aura toujours beaucoup de publications qu'on ne pourra pas lire de toute façon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de filtrer que sur les domaines qui peuvent nous intéresser. Alors, la recherche, la science est de plus en plus multidisciplinaire et vous verrez que quand vous faites une recherche par mots-clés, des fois, c'est surprenant. Vous allez trouver des domaines auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Donc, ces domaines-là, peut-être par défaut, vous pouvez les exclure ou alors vous intéresser qu'à une certaine perspective. Il n'y a jamais de mauvaise réponse là-dessus. C'est à vous de décider quel est le domaine qui vous intéresse. D'accord? Donc là-dessus, pareil, prendre un petit peu de temps pour essayer de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus en termes de perspective. Analyser les tendances, pourquoi? Parce que ça vous montre un petit peu, ça vous donne une visibilité sur l'historique. Il y a certains sujets de recherche, si on prend l'exemple classique, coronavirus par exemple, ou Covid-19, Covid-19, vous regardez, en 2020, bien sûr, il y a eu un boom en termes de nombre de publications parce qu'il y a une raison historique. Bon, ça c'est un exemple assez évident, j'ai envie de dire, mais si vous prenez d'autres sujets, il y a des sujets de recherche sur lesquels les chercheurs se sont intéressés à un certain moment donné de l'histoire, et c'est bien d'avoir cette visibilité pour faire un lien entre ce qui s'est passé et la tendance du domaine de recherche. C'est aussi important sur le sujet de recherche. Il y a des sujets de recherche sur lesquels on ne travaille plus parce que la science est passée à autre chose et peut-être parce que la science ou les scientifiques ou les chercheurs estiment que voilà, ça a été le domaine, il est maîtrisé, ou peut-être que on s'intéresse à d'autres choses, d'autres techniques ou d'autres applications, d'autres technologies, parce que la technologie je sais pas moi, de la disquette floppy disk ou du CD-ROM, ben voilà, on est passé à autre chose. Donc c'est toujours intéressant de s'intéresser aux tendances. Ensuite, explorer le réseau de citations quand vous avez des résultats de recherche. OK, explorer le réseau de citations. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, qu'on oublie de faire, et même c'est quelque chose qu'on peut faire même au niveau de l'article. En vérité, on n'a pas besoin d'un moteur de recherche. Je lis un article, je m'intéresse aux références
qui sont cités par les auteurs. Si les auteurs ou l'auteur a cité ou fait référence à une publication, ben, je vais m'intéresser à la publication que cette personne a citée, parce que c'est une publication que l'auteur a utilisée ou fait référence. Alors, encore une fois, moi, je parle de référence citation brute, je ne donne pas d'interprétation de la citation. Il se peut que la personne critique un article et dise non, ce qui a été fait dans cet article. Je ne suis pas en train de donner une interprétation à la référence ou à la citation, mais je dis que les références, c'est toujours bien de passer un petit peu de temps pour les analyser sur sur, euh, euh, sur la valeur de la publication qui est citée. Alors ça, c'est quand on lit un article, on peut voir facilement les références. Par contre, on voit pas forcément les citations. Les citations, elles sont aussi capturées dans, c'est là où le Web of Science est intéressant. On peut voir si la publication a déjà suscité ou a déjà eu certaines influences, certains impacts. D'accord? Si quelqu'un cite une autre publication, comme je viens de le dire, c'est que il y a eu un certain impact, une certaine influence, et donc ces publications sont liées entre elles et méritent un petit peu d'attention. Donc, encore une fois, explorer le réseau des citations, c'est assez intéressant. Enfin, sauvegarder les recherches et configurer des alertes. Très important, on passe beaucoup de temps pour travailler sur un sujet de recherche. Entre le moment où on a l'idée et entre le moment où on a la publication, il peut s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. D'accord? Pendant ces plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, la science s'est pas arrêtée. Donc, c'est toujours intéressant, toujours important de rester à jour, rester à jour par rapport à ce qui est publié, j'ai envie de dire quotidiennement, et éventuellement adapter son travail de recherche. L'analyse, on va le faire à un certain temps. Aujourd'hui, on fait l'analyse, j'ai envie de dire, au vu de la date d'aujourd'hui. D'accord? Si on refait la même recherche dans, j'ai envie de dire, demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois, on aura plus de publications. C'est ces publications-là qui ont été ajoutées récemment qui nous intéressent. Quand on crée une alerte, on peut avoir un résumé assez simple dans le Web of Science. On a une alerte, une notification par email, et à partir de là, on peut avoir un résumé de ce qui est fait. Alors, choisir la bonne base de données. Je vous enverrai la présentation. J'ai quand même envie de passer un petit peu de temps sur la démonstration. Ça sera assez rapide dans le Web of Science. Vous aurez accès à l'enregistrement. Ce que je dis ici, c'est qu'il faut passer un petit peu de temps à se poser la question quelle base de données je vais utiliser. Donc, il y a plein de moteurs de recherche, plein de bases de données. Les gens utilisent Google, les gens utilisent Wikipédia, les gens utilisent Google Scholar. Toujours se poser la question sur quelle base de données je vais utiliser. Donc aujourd'hui, on va parler du Web of Science. Le point que je veux dire ici, ou que je vais mettre en avant ici, c'est qu'il faut toujours se poser la question sur la fiabilité, la pertinence et aussi l'organisation des données. Vous verrez que dans certains moteurs de recherche, les données sont pas du tout organisées. Ce qui fait que quand vous allez exporter vos publications, vous allez exporter ce que vous voulez sauvegarder, les données vont être un petit peu vont aller dans tous les sens. Et ça, c'est compliqué à gérer. La pertinence, on parle beaucoup d'examen par les pairs, que ce soit au niveau de la revue, que ce soit au niveau de l'article. On a un processus de sélection, c'est pas l'objectif de la formation aujourd'hui, mais quand vous cherchez dans le Web of Science, quand on parle de revue indexée, une revue indexée, c'est une revue qui a été sélectionnée par notre équipe qui, à temps plein, reçoivent les revues des éditeurs, les analysent en termes de qualité selon 28 points ou 28 critères de sélection et vont dire voilà, cette revue, elle est indexée et on indexe entièrement dans le Web of Science. D'accord? Le Web of Science, pourquoi je parle du Web of Science? Un point qui est vraiment important par rapport aux autres bases de données, c'est qu'on est indépendant en termes d'éditeur. Web of Science n'est pas un produit, n'appartient pas à un éditeur. OK? Et ce que je viens de dire, c'est que on sélectionne les revues et il y a plusieurs bases de données qu'on peut explorer dans le Web of Science. Le terme indépendant, là, il est très important. Donc, on n'a pas d'influence d'un éditeur qui euh, 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 posséderait la plateforme. OK? Il y a quelques questions en ligne dans le chat qui me demandent est-ce qu'on aura. Oui, vous aurez l'enregistrement. Donc, ce que je compte faire, en fait, c'est que pour chacune de ces vidéos, de ces présentations, je mettrai la vidéo en ligne, je partagerai la vidéo directement avec vous.
au lieu de partager qu'un seul lien de WebEx, parce qu'il se peut que la vidéo disparaisse. Donc, je vous enverrai l'enregistrement de cette vidéo. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde. Et je vous enverrai aussi la présentation en PDF si vous voulez la partager avec vos collègues. Il n'y a aucun problème. OK. Alors, Web of Science Core Collection, c'est ce que quand on dit revue indexée, en vérité, dans le Web of Science, il n'y a que des revues indexées. Mais quand on parle de revues indexées, on fait référence aux revues qui sont disponibles dans le Web of Science Core Collection. OK. Oui, je vous enverrai par email. Alors, pour ceux qui participent, ceux qui se sont inscrits, j'ai vos informations, l'adresse mail que vous avez utilisée, je vous enverrai tout ça par email. Web of Science, la puissance du Web of Science, c'est vraiment la couverture historique qui va jusqu'à 1900. Alors, bien sûr, au Maroc, en Tunisie ou dans d'autres pays, vous n'avez pas forcément accès à tout l'historique, mais il y a des milliards de références. Et ça, c'est un outil qui est très riche pour naviguer, explorer la littérature en utilisant les références et les citations. OK. Alors, choisir la bonne base de données, ça c'est une capture d'écran du Web of Science. Tout le monde reconnaît le Web of Science. Vous avez accès à plusieurs bases de données avec à chaque fois un descriptif de la base de données. Web of Science Core Collection, c'est ce que vous appelez les revues indexées en sciences sociales et sciences artistiques, sciences humaines. Vous avez plusieurs bases de données. Alors, tout à l'heure, je parlais par exemple, base de données régionale. Je peux prendre Chinese. Si on s'intéresse à la littérature chinoise, beaucoup de littérature, beaucoup de publications qui sont publiées en chinois. Même si on ne lit pas le chinois, on peut faire une recherche dans cette base de données, avec des mots-clés en anglais et on retrouvera les publications qui contiennent ces mots-clés dans le titre ou le résumé de la publication. OK. Alors ici, il y a aussi le médical, etc. Maîtriser la recherche par mots-clés. Alors, pourquoi c'est un point important? C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Vos mots-clés ne doivent pas être trop inclusifs ou trop limitatifs. C'est-à-dire que ne doit pas trop exclure. Si votre sujet est trop précis, il se peut que vous passez à côté de publications qui sont très importantes parce que peut-être dans le titre ou dans le résumé de la publication, les auteurs vont utiliser d'autres termes que vous n'utilisez pas forcément. D'accord? Donc, on ne veut pas être trop strict ou trop lâche sur les expressions de recherche. Ce que je conseille de faire, c'est toujours de faire une recherche. On teste avec les mots-clés qui nous passent par la tête. On analyse les publications et après, on se rend compte que il y a des publications qui ne correspondent pas à ce qui nous intéresse en amont. Et donc, on va refaire la recherche. On va peut-être inclure d'autres mots-clés. On va ajouter un filtre sur le domaine, peut-être sur l'année de publication et ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui est constant. On se dit, OK, j'ai mis ces mots-clés-là. Peut-être que ces mots-clés-là ne sont peut-être pas très précis. Je vais rajouter d'autres mots-clés parce que je veux exclure certaines publications et ainsi de suite. Tout à l'heure, dans Web of Science, je vous montrerai comment faire une recherche par mots-clés. Okay. Alors là, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je m'intéressais au réseau d'auteurs et de collaboration. Ben, j'ai fait collabo avec l'étoile. Donc, tous les mots-clés qui commencent par collabo, donc collaboration, collaborator, collaborating, and, et à la fois, soit les mots-clés qui commencent par network, donc network, networking, OK, et author, donc author, authors au pluriel, ou authorship. Ça, c'est ma recherche par mots-clés. Bon, elle n'est pas exceptionnellement difficile, mais moi, voilà les mots-clés qui m'intéressent. C'est les réseaux de collaboration entre auteurs. OK? Alors, comment on filtre? Ça, c'est simple. Sur la gauche, vous avez plein de filtres qui vous permettent de ne garder que ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, moi, ma recherche par mots-clés, pourtant, elle était assez avancée, entre guillemets. Je cherchais les publications qui parlent de collaboration de réseaux d'auteurs. J'avais 73 000 publications. OK. Je vais filtrer pour garder. Alors, soit je peux trier par date ou par nombre de citations si je veux, ou je peux filtrer et analyser la production scientifique. Et ça, c'est quelque chose comment dire, qu'on constate beaucoup. C'est toujours très important de faire un état des lieux du sujet de recherche.
comment on fait ça? Bah, simplement, ici, je vais m'intéresser à quelles sont les institutions qui travaillent sur le domaine, avec qui je pourrais potentiellement collaborer, les auteurs. On se pose souvent la question du financement. Qui pourrait me financer? Bah, je vais m'intéresser à qui a déjà financé des travaux similaires. Quelles sont les revues indexées? Voilà la réponse. Il suffit d'aller dans Source Titles. Souvent, on me pose la question, même après les formations, on me demande comment je fais pour trouver les revues indexées dans le Web of Science qui pourraient accepter mon manuscrit. Ben voilà un élément de réponse. Je vais aller dans Source Titles. Alors, bien sûr, je ne vais pas trier sur articles. Donc, je vais trouver les livres, les conférences. On peut voir les conférences, on peut voir les pays, si je veux commencer par la Tunisie ou le Maroc. Et je veux voir s'il y a des gens dans mon pays qui travaillent sur le sujet. OK? Comment explorer le réseau de citations? C'est assez simple. Chaque publication a un réseau de citations, c'est-à-dire les références que la publication disponible ou qui sont citées dans la publication et les citations reçues par la publication, c'est-à-dire le nombre de publications qui ont cité la publication. Alors là, j'avais pris une capture d'écran d'une publication, une publication qui a été citée 91 fois et elle a cité elle-même 141 références. OK. Euh, alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte en analysant les réseaux de citation qu'il y a beaucoup de publications qui sont citées régulièrement ou communément par les chercheurs dans le domaine. On peut dire que c'est la recherche fondamentale dans votre discipline. Okay. Et on peut voir ça au niveau de l'historique, c'est-à-dire qu'une publication, un papier qui a été publié en 2015, on peut voir au fil du temps quand est-ce que les citations ont été reçues. OK. On peut voir l'évolution de la recherche en suivant les travaux cités. Et enfin, on peut voir les références associées, c'est ce qui s'appelle Viewer Related Records, ce que vous voyez sur la gauche. OK. Ici, ce qu'on appelle les références associées, on se pose la question, cette publication a 141 références, cite 141 publications, est-ce qu'il y a d'autres publications qui citent certaines, au moins une de ces 141 références? D'accord? Et c'est ce qu'on appelle les Related Records. OK? Donc, dernier point, sauvegarder les recherches. On gagne du temps. Web of Science cherche pour vous. On travaille dur la première fois pour établir sa requête de recherche. Ensuite, on sauvegarde la recherche et ensuite Web of Science va chercher automatiquement pour vous. Okay? On configure des alertes par email. Et à chaque fois, on peut revenir sur la requête. On n'a pas besoin de refaire la requête à chaque fois. Alors, je vais vous faire une petite démo. OK. Je vous fais une petite démo et après, je reviens sur les questions que vous avez posées. OK. Alors, j'ai accès au Web of Science ici. Tout le monde voit mon navigateur. Je suis sur Chrome. OK. D'accord. Alors, moi, en tant qu'employé chez Clarivate Analytics, Web of Science Group, j'ai accès à toutes les bases de données. Vous, votre accès sera différent, donc vous n'avez pas accès à tout, simplement parce que ce soit le ministère au Maroc ou le ministère en Tunisie ou dans d'autres pays, ne s'abonne pas forcément à tout ce qui est disponible dans le Web of Science. Donc vous, votre accès sera légèrement ou très différent en termes d'accès aux bases de données, mais aussi en termes d'historique. Moi, mon historique va jusqu'à 1900. Vous aurez peut-être un historique un peu plus court. OK. Alors, tout à l'heure, on avait dit accès, choisir la base de données. Ben là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je cherche souvent dans Web of Science Core Collection, mais quand je cherche les brevets, par exemple, je vais aller chercher dans Derwent. Si je m'intéresse au domaine médical, je vais utiliser Medline. Bientôt, vous aurez une base de données ici, Arabic Citation Index, la littérature publiée en arabe. Pour ceux qui lisent le russe ou l'espagnol, le portugais ou le coréen. Bref, il y a plein de bases de données. Pour chaque base de données, vous avez un descriptif ici. Vous avez un descriptif de chaque base de données et ce qui est inclus dans la base de données. Il y a une façon, on peut choisir dans All Databases. On ne se casse pas la tête, on cherche dans toutes les bases de données, encore une fois, auxquelles j'ai accès. Donc, ça ne veut pas dire toutes les bases de données qui existent dans le Web of Science, c'est-à-dire que les bases de données auxquelles le ministère s'est abonné. OK, donc je pourrais faire une recherche sur toutes les bases de données. D'accord. Moi, je vais chercher sur Web of Science Core Collection
m'intéresse aux revues indexées de qualité qui ont été évaluées et examinées soigneusement. Et là, je peux faire une recherche basique ou une recherche avancée. Ici, vous verrez qu'il y a des conseils sur les mots-clés et les opérateurs. Alors, j'ai mentionné and, or, not, same, not, etc. OK. Donc, je vais utiliser Web of Science Code Collection pour mon exemple. Donc là, récemment, j'avais fait une recherche sur coronavirus or COVID-19 or COVID-19 et je pourrais faire quelque chose un peu plus, et je fais model. Je veux modéliser, par exemple, le outbreak, la pandémie, par exemple. Je pourrais faire ça, OK, et je fais une recherche, OK. Donc ça, c'est une recherche que j'ai faite, et ensuite, je peux analyser les résultats. Vous vous rappelez tout à l'heure, je peux commencer par utiliser le tri ici. Les publications sont triées par défaut par date décroissant, c'est-à-dire la publication la plus récente ici. Ensuite, on peut trier par nombre de citations. J'ai parlé de citations tout à l'heure. Ici, vous avez le nombre de citations. Vous avez les filtres sur les publications en accès ouvert. C'est intéressant, sur 1700 publications sur le Covid, 1489 sont en accès ouvert, c'est-à-dire en accès libre, gratuit. Vous pouvez lire gratuitement la publication. Highly cited in field, c'est les publications qui sont fortement citées dans le domaine, c'est-à-dire qui sont dans le top 1% en termes de nombre de citations. Ensuite, je pourrais aller un peu plus loin en termes de filtres. Alors, je peux regarder les tendances. Vous voyez, là, on est au mois de mai 2020. On a déjà publié plus qu'en 2019. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que ce sujet est vraiment d'actualité. On a les domaines, on montre toujours les top 5 par nombre de publications. OK. Je pourrais aller plus loin. Alors moi, si c'est la modélisation qui m'intéresse, c'est plutôt donc les maths avec un aspect biologique. Voilà, donc là, j'ai application interdisciplinaire, mathématiques. Voilà. Et sciences sociales, on pourrait faire qu'est-ce qui fait que le virus avance. Voilà, il y a un aspect sciences sociales, c'est-à-dire les gens continuent à se voir et forcément le virus continue à se diffuser. Donc ici, je pourrais filtrer. Voilà, j'ai le nombre de publications. Alors là, j'ai été très vite. 68 publications. Voilà, je pourrais avoir potentiellement une bonne liste des résultats. Je peux repartir, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux sauvegarder ma recherche. Si ça, c'est ma recherche, je suis content avec sa recherche, ou alors je peux l'éditer si je ne suis pas content avec cette recherche-là. D'accord? Ou sinon, je peux la sauvegarder. Comment je la sauvegarde? Je sélectionne la requête que je veux sauvegarder et je lui donne un nom. Je vais lui donner COVID-19, par exemple, et je crée une alerte. Une fois par semaine, je reçois un résumé des publications qui ont été récemment ajoutées dans le Web of Science. Comme ça qu'on peut rester à jour. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Je peux éditer la requête. Donc là, TS, c'est pour topic. TS equal topic ici. Hein. J'ai le topic. Je pourrais aller plus loin en disant CU equal, par exemple, Morocco or Tunisia. OK. Je veux voir qui au Maroc et ou en Tunisie. Alors, je vais enlever le modèle juste pour voir qui a travaillé. Alors, du coup, c'est une autre requête. Si j'enlève une parenthèse, donc il me dit que la requête n'a pas bien fonctionné. Alors, je veux savoir qui a travaillé sur ces sujets et qui est basé soit au Maroc, soit en Tunisie. OK. Là, je trouve une publication. Voilà. Donc là, je vais avoir un auteur, au moins un auteur qui est basé. C'est quelqu'un qui est basé à Rabat, Mohamed Khamis. Université Mohamed Khamis. D'accord, donc je pourrais faire ça comme ça. L'alerte, c'est super important, très, 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 très important. Vous passez peut-être une demi-journée ou une journée sur chaque sujet de recherche sur le Web of Science sur lequel vous travaillez. Et ensuite, vous créez votre alerte une fois par semaine. Web of Science fait la recherche pour vous et vous envoie un résumé par mail que vous pouvez consulter sur votre téléphone. Vous repartez, vous vous connectez et vous avez accès à la requête que vous avez sauvegardée. D'accord? Donc, il y a le choix de la base de données. D'accord?
il y a la requête. On a parlé des filtres. OK, donc on a parlé des filtres, des analyses qu'on peut faire ici pour avoir une idée. Quand on s'intéresse, par exemple, quelles institutions travaillent beaucoup sur le sujet, ben voilà, vous avez les institutions les plus actives sur le sujet. Alors, encore une fois, c'est pas tout le monde ici. Le financement, qui a financé ces travaux de recherche? Ça, c'est assez important. Les pays, il y a les revues. Souvent, on me pose la question, alors, il y a une autre session, on parlera plus en détail sur ce sujet. Quelles sont les revues qui ont publié des travaux similaires aux miens? Là, vous avez un élément de réponse. Alors, voilà le top 5. Je pourrais filtrer et ainsi de suite, de nouveau analyser. Voilà, j'ai la liste de toutes les revues indexées des 100 premières revues par nombre de publications qui ont publié des papiers sur ce sujet. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant aussi comme analyse. D'accord? Ce que je vais faire, je vais explorer le réseau de citations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'était un autre point qu'on pouvait faire ici. D'accord, je pourrais m'intéresser aux papiers fortement cités. C'était un exemple que j'avais pris tout à l'heure. Donc là, je vous ai montré le choix de la base de données, la requête, comment faire une requête, l'analyse et les filtres. Je vous ai montré comment sauvegarder. Maintenant, je vais explorer le réseau de citations et on aura fait le tour des 5 points que je voulais aborder aujourd'hui. Et ensuite, je prends un petit peu de temps pour répondre aux questions. Alors, je vais prendre cette publication. OK. Mai 2016. En mai 2016, il y a déjà des auteurs qui ont publié dans une revue Nature des options thérapeutiques et comment trouver des vaccins ou des médicaments contre les coronavirus. Donc déjà en 2016, on s'intéressait au sujet et c'est une publication qui était fortement citée. 108 citations dans le domaine, dans le domaine de la pharmacologie et toxicologie. Alors je pourrais m'intéresser. Qu'est-ce qui fait que cette publication est fortement citée? Pourquoi c'est un papier fortement cité? Parce que c'est un papier qui est dans le top 1%. Si on prenait toutes les publications du même type, alors c'est un review de 2016, du même domaine, pharmacologie et toxicologie, et si on les triait par ordre décroissant de citation, le top 1%, on leur donnait une distinction, on dit que c'est des papiers highly cited paper. Dans le réseau de citations, vous avez deux choses. Vous avez le nombre de citations et le nombre de références. Quand vous lisez l'article, vous allez voir que ces auteurs-là ont fait des citations vers 298 références. C'est ce que eux ont cité. Ces auteurs-là, ok, ils sont 5, ces 5 auteurs, et ils ont cité 298 publications. Moi, si je suis curieux sur le sujet, je pourrais m'intéresser, mais qu'est-ce que eux ont cité? Et c'était en 2016. D'accord? Donc là, j'ai une autre requête, je viens de faire une autre recherche. Voilà une liste de publications qui seraient potentiellement intéressantes sur le sujet. Alors là, je vous parle du COVID-19. La même méthode s'applique peu importe le sujet de recherche. Souvent, on me pose la question, oui, mais c'est que la science, c'est que les maths, c'est que les sciences appliquées aux sciences naturelles. Ça marche la même chose, de la même façon, pardon. Ça marche de la même façon pour les sciences sociales ou les sciences humaines. C'est vraiment la même méthode. D'accord? Ces auteurs-là ont été cités 108 fois. D'accord? Donc, à partir de là, moi, je peux m'intéresser à qui a cité ces auteurs. S'ils ont cité ces auteurs, c'est que ces auteurs-là ont une certaine influence, certain impact, et je pourrais m'intéresser, mais ce travail-là a donné naissance, entre guillemets, à d'autres travaux. Et voilà, j'ai la liste des 108 publications. Et là, je peux analyser les résultats. Je peux m'intéresser à ces publications en termes d'années. Quand est-ce que ces publications ont été reçues? En 2020, parmi les 108 citations, il y en a 35, c'est ça? 35 qui ont été publiées cette année. Donc l'impact, bien sûr, la publication était en 2016, ça prend du temps de lire une publication, d'écrire une autre publication qui cite une autre publication. Donc forcément, vous allez avoir quelque chose qui ressemble toujours à ça par rapport au nombre par rapport à la date de publication de l'article. Donc ça prend du temps pour être cité, mais eux, tout de suite, 2016, 2017, ils avaient déjà une certaine influence. OK. Voilà comment on peut explorer le réseau de citations. Je vais vous montrer un dernier point que j'ai mentionné lors de la présentation. Tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle les related records. Ce que je disais, dernier point, et ensuite je passe aux questions. Donc, on a fait la recherche, on a fait le choix de la base de données. Ensuite, on a fait la requête,
on a travaillé sur la requête. Ensuite, on a analysé et on a filtré. Alors, très rapidement, bien sûr, il faut passer du temps là-dessus. Ensuite, on a trié par date, par nombre de citations. Et dernier point, on avait fait là l'enregistrement, la sauvegarde de la requête. Et dernier point, là, on a exploré le réseau de citations. Dernier point dans l'exploration du réseau de citations, vous avez ce qu'on appelle ici View Related Records. Donc là, on sait que cette publication a cité 298 autres publications, d'accord? Et elle a été citée 108 fois. Ce qui est intéressant dans Web of Science, c'est qu'on peut demander est-ce qu'il y aurait d'autres publications, c'est ce qui est écrit ici, View other records that share references with this one. Ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'il y a d'autres publications qui citent certaines de ces 298 références? Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez deux publications, d'accord, qui citent la même référence, alors ces deux publications sont liées. Et c'est une autre façon d'explorer la littérature en utilisant les références. Références, on va avoir beaucoup de publications qui sont liées, relatives, on va dire. View Related Records, je vais trouver des milliers. Voilà, 14 000 publications qui ont cité au moins une de ces 298 références. Et elles sont classées par ce qu'on appelle relevance, donc par pertinence. Et on trouve ici une publication qui est la plus pertinente selon le Web of Science. Pourquoi? Parce que on voit que c'est un autre sujet. C'est une autre publication de 2015, donc une publication antérieure. 335 références. Parmi ces 335 références, il y en a 126 qui sont citées à la fois dans la première publication et dans la deuxième publication. Et encore une fois, moi, je pourrais me poser la question, quelles sont ces 126 références? Et c'est ce que je disais dans mes présentations, potentiellement, c'est une liste de publications communément citées par les chercheurs dans le domaine, ce qu'on pourrait appeler recherche fondamentale. C'est ce que les gens lisent et font souvent référence. D'accord? Donc là, voilà, j'ai une liste de 126 publications. Ça, c'est une autre recherche. Donc là, j'explore les références. Alors, je répète, c'est un petit peu subtil. Quand on trouve une publication intéressante, je me suis intéressé à cette publication, ok, on trouve le nombre ce qu'on appelle le réseau de citations, et on a ce qu'on appelle les publications liées. Ce qu'on appelle les publications liées ou relatives, ce sont les publications qui citent elles aussi certaines de ces références. Donc, on en a plein, hein, comme je vous l'ai montré tout de suite, 14 000. On va avoir une deuxième publication. Une deuxième publication, ici, là, la deuxième publication la plus pertinente, c'est une autre publication, on le voit là, une autre équipe, là aussi. 141 références, il y en a 74 qui sont communes. Dans ces deux publications, je vais m'intéresser à ces 74. D'accord? Donc ça, c'est un conseil aussi pour être efficace sur la recherche. OK? Juste pour info, aujourd'hui, vous étiez 1100, 1142. Donc, vous imaginez le nombre de questions. Alors, juste un peu de patience. Et le nombre de messages aussi. OK. Oui, alors apparemment, il y avait des gens qui étaient connectés sur leur téléphone. C'est pour ça qu'ils n'entendaient pas bien. Ils sont passés sur leur PC, ça marche. OK, alors, encore une question, attestation. OK, OK, OK. OK, alors une question intéressante qui demande est-ce qu'on insère l'état de l'art dans l'introduction concernant l'article ou indiquer seulement les références? J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend du contexte de votre publication, ça dépend oui, ça dépend du contexte en fait. Vous allez plutôt vous intéresser aux publications les plus pertinentes, c'est-à-dire qui s'approchent le plus de ce que vous faites. Alors, ça peut être une critique, hein. Vous pouvez dire, voilà, tel auteur, il a fait ça, et moi, je ne suis pas forcément d'accord, et je propose une autre méthode. Ou alors, je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais j'ajoute autre chose. OK? On peut faire une simple référence. Donc là, vous avez donné du contexte, c'est-à-dire que vous vous êtes engagé avec vous créez une certaine discussion, vous donnez votre avis, ce qui est recommandé. Je pense que c'est toujours intéressant de le faire. On peut aussi juste faire une référence en disant, voilà, tel ou tel auteur ont déjà travaillé sur le sujet, mais avec telle approche.
et voilà. Ou alors, il y a déjà beaucoup d'auteurs, ou beaucoup de chercheurs qui ont publié sur le sujet. On fait une liste. Et voilà. Et vous expliquez ce que vous faites. Le plus important, c'est toujours d'expliquer ce qu'on fait. OK? OK. Alors, je continue ici. Euh, alors, question de Youssef qui dit comment savoir si une publication est incontournable et comment la trouver? Alors, c'est compliqué. Si on avait la réponse à cette question, je pense que ça faciliterait la vie à beaucoup de gens. Euh, enfin, lors de la formation aujourd'hui, je vous ai expliqué comment essayer d'identifier les publications les plus pertinentes. Alors, ça dépend des mots-clés que vous cherchez, que vous utilisez, pardon. On peut s'intéresser aux publications les plus influentes. Ça ne veut pas dire que les publications qui ne reçoivent pas de citation, qui n'ont pas encore reçu de citation, ne sont pas incontournables selon votre point de vue, selon ce que vous faites. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie toujours d'être un petit peu efficace en m'intéressant à ce qui est souvent cité. Mais il y a des publications, par exemple des rapports, qui ne sont pas publiés dans les revues, qui sont aussi incontournables. Enfin, par exemple, un rapport de la Banque mondiale ou un rapport de l'UNESCO, de l'UNICEF ou du Fonds monétaire international. Ça dépend de votre domaine, en fait. Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Il faut essayer de passer du temps sur la synthèse bibliographique pour essayer d'explorer toute la littérature. Alors, comment télécharger? Magid demande comment télécharger quelques anciens articles. Ici, il y a une possibilité, je ne l'ai pas mentionné. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai regardé cette publication tout à l'heure, il y a cette petite fenêtre qui s'est affichée. C'est une extension qui est disponible dans les navigateurs principaux, hein, Chrome, Firefox, Opera. Ça s'appelle Copernio. K-O-P-R-N-I-O. Vous installez l'extension et à chaque fois que l'extension reconnaît que c'est une publication, il va essayer de trouver le texte intégral. Et là, il l'a trouvé. Il l'a trouvé chez l'éditeur. Il me dit que voilà, il me donne le texte intégral. D'accord? OK? Donc, ça s'appelle Copernio. Vous avez le lien ici, copernio.com. Oui, alors question, est-ce que vous allez envoyer l'enregistrement? Oui, et j'enverrai le PDF aussi. Alors, comment faire une note pour être à jour? Question d'Amel, j'ai pas très bien compris la question. Une autre question, pourquoi on n'a pas accès au Web of Science en Algérie? Alors, c'est pour des raisons d'abonnement en fait. Jusqu'à 2015, le ministère en Algérie s'était abonné au Web of Science, c'est plus le cas. Donc voilà, c'est une question d'abonnement en fait. Pour l'Algérie, je vous conseille de contacter le CERIST et voir s'il y a possibilité d'avoir un accès. OK. Quel est l'avantage de créer un compte spécifique au Web of Science? Alors, très bonne question de Redouane. Là, quand vous allez essayer de créer une alerte, il va vous demander quelle adresse mail vous voulez sauvegarder, envoyer les notifications par email. L'avantage d'avoir un compte dans le Web of Science, les multiples. Déjà, vous avez une synchronisation possible entre Web of Science et d'autres outils comme Copernio, que je viens de mentionner, EndNote Online, donc Copernio, EndNote Online, Publons. Au Maroc et en Tunisie, vous avez accès à d'autres outils comme Insights, Journal Citation Reports. Le même compte vous permet d'accéder aux autres outils. Donc c'est une très bonne question. Ici sur mon écran ici, vous allez avoir Sign In, Register et vous pouvez créer un compte avec n'importe quelle adresse mail. Une fois que vous avez accès au Web of Science la première fois, vous pouvez créer un compte. OK. OK. Alors, question de Zaidek qui dit comment choisir la base de données, surtout la recherche concerne le côté médical et le côté intégration sociale. Alors, c'est ce que j'ai expliqué lors de la présentation. Soit on est très précis sur le choix de la base de données. Alors,
au Maroc comme en Tunisie, vous avez accès, par exemple, à Medline pour le côté médical. OK. Ici, vous avez une description de la base de données Medline. D'accord. Si on veut tout garder, il suffit de chercher dans All Databases, toutes les bases de données auxquelles vous êtes ou auxquelles vous avez un abonnement. OK. Alors, je continue. Je continue. Oui, alors, encore une fois, j'ai vos adresses mail, donc je vous enverrai l'information, donc le PDF, le lien vers la vidéo, dès que c'est disponible. Question d'Hamid qui dit quelles sont les 19 bases de données connectées au WOS? Ben voilà, vous avez la liste ici, là. Vous avez la liste. Et dans des fois, il y a des sous-bases de données, donc ce qu'on appelle Citation Index. Dans le Web of Science Core Collection, vous avez d'autres collections. OK, une revue indexée, je l'ai mentionné. Alors, je pense que la question a été posée avant que je le mentionne lors de la présentation. Une revue indexée, donc chez nous, dans le Web of Science, on a ce qu'on appelle un processus de sélection et on va analyser la qualité de la revue et aussi l'impact. On a 28 critères d'évaluation, 24 pour la qualité, 4 pour l'impact. Si la revue euh, satisfait nos critères d'évaluation, alors on l'indexe dans nos bases de données. En gros, grosso modo, si c'est 24, si elle satisfait nos 24 critères de qualité, alors on l'indexe dans ce qu'on appelle Emerging Source Citation, base de données des revues émergentes. Si en plus de la qualité, elle a l'aspect impact, influence, alors on l'indexe dans Science, Social Science et Arts Humanities. Ça, c'est pour les revues. Et on a aussi un processus de sélection pour les conférences en sciences, pareil pour les sciences sociales, et la même chose pour les livres, chapitres de livres en sciences et en sciences sociales. Voilà ce qu'on appelle une revue indexée. D'accord? Quand on parle de revue indexée, on va indexer toutes les informations de la revue, c'est-à-dire le nom de la revue, le titre, les détails de la publication, tous les auteurs, toutes les références, toutes les citations, les résumés, les mots-clés, et ainsi de suite. L'information relative au financement, et ainsi de suite. OK. Alors, comment créer un compte Web of Science? La première chose, c'est qu'il faut accéder au Web of Science. Je l'ai expliqué tout à l'heure, soit au Maroc depuis le site de l'IMIST, avec une adresse institutionnelle, soit en Tunisie via le CNUST, avec un accès via VPN. OK. Oui, alors j'enverrai la présentation en PDF. Alors, question de Mounia, alors je viens d'y répondre pour l'accès au Web of Science. Je vais remettre ce slide parce qu'il y a la réponse à plusieurs des questions. Question de Nabila qui dit sur Web of Science, je n'ai trouvé que 5 bases de données en cliquant sur les déroulants. Simplement parce que, alors je ne sais pas si c'est le Maroc ou la Tunisie, parce que le ministère s'est abonné à ces 5 bases de données. Donc chaque base de données, il y a un abonnement individuel. OK. Inès qui demande au Maroc, est-ce qu'on est autorisé à accéder à toutes ces bases de données? Encore une fois, la même réponse, vous allez avoir accès à certaines bases de données. Comme j'ai accès à tout, vous voyez, vous avez vu toutes les bases de données, mais au Maroc, votre accès sera différent. Alors, la même question, on n'a pas la même liste de questions de Abdullah pour la même raison. Alors, question qui dit, est-ce que dans une revue de littérature, on est censé critiquer les auteurs et combien de temps doit prendre une bonne revue de littérature? On n'est pas obligé de critiquer, hein, ça dépend de votre contribution, ça dépend de vos travaux de recherche. Ça dépend de ce que vous faites en fait. Généralement, d'expérience, on voit que les chercheurs vont pas forcément prendre le temps de critiquer parce que si c'est un travail négatif, les gens jugeront d'eux-mêmes et ça vaut pas la peine de critiquer un travail. Par contre, on peut compléter sur certaines théories, par exemple, ou sur certaines méthodes. On peut dire que voilà, la publication était pas forcément, ou le travail de recherche manquait certains aspects, etc. Donc, on peut essayer d'avoir ces discussions-là entre guillemets par publication interposée. Il y a des gens qui préfèrent le faire en direct, communication orale, que ce soit dans une conférence. Voilà, je vois quelqu'un qui présente un travail, je donne mon avis, ça peut être un avis positif ou
tant qu'il est constructif, ou un avis négatif. C'est une discussion en disant, voilà, je suis pas forcément d'accord avec ci ou avec ça. Et donc, on engage une discussion. Alors, c'est plus facile dans les conférences. Dans les publications, on voit, il y a des auteurs qui vont, par publication interposée, en se disant, voilà, ce que vous avez fait, on n'est pas forcément d'accord, et ainsi de suite. Non, on n'est pas obligé de critiquer. Vous faites ce que vous voulez. Mais si vous trouvez qu'il y a une publication qui tient pas la route, et des fois ça donne en tant que résultat, ça donne des rétractions, c'est-à-dire que la revue va enlever la publication parce que la publication était, soit il y avait des pratiques non éthiques ou les données étaient biaisées et ainsi de suite. La revue va simplement retirer la publication. Ça arrive, ça arrive. Scopus et Scopus Preview, je ne représente pas Scopus. Il faudrait poser une question à Scopus. Oui, la même remarque, Walida, il n'y a que 5 bases de données. Alors, j'ai expliqué pourquoi. Question de Habiba, j'espère qu'elle a suivi. Comment télécharger les articles? Je viens d'expliquer avec Copernio, ça c'est une façon de faire. Il y a une autre façon aussi, il suffit d'aller, des fois ça fonctionne aussi, alors soit Copernio, sinon on a le lien vers, on a un partenariat avec Google Scholar, et donc il nous donne le lien. Sinon, on a le texte intégral directement depuis l'éditeur. Ici, là, vous voyez, il est en accès ouvert. Donc, je peux accéder directement à la publication. C'est une autre façon de faire aussi. Comment je filtre ces publications? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, dans les résultats de recherche, je utilise les filtres sur la gauche. Oui, une remarque. Des fois, il y a des mots-clés qui ne nous ramènent pas dans les bonnes recherches. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut passer un petit peu de temps sur la recherche. Alors, bonne question de Younes qui dit, vous ne pensez pas que le problème de traduction des mots-clés français-anglais limite aussi le champ de recherche? Alors, on peut essayer si vous êtes plus à l'aise avec le français, vous connaissez le mot-clé en français, on peut toujours essayer de s'intéresser à quel est le mot équivalent. C'est pas forcément une traduction, c'est une bonne remarque, c'est pas forcément une traduction, mais quel est le mot équivalent en anglais? Ce que je peux dire, par contre, c'est que si vous cherchez en français, vous aurez quasiment tout le temps moins de résultats. Selon le domaine, après, si vous vous intéressez à la littérature française ou à certains sujets comme ça, forcément, le mot-clé en français donnera potentiellement plus de résultats. Ok. Donc, pour tous ceux qui demandent pour les problèmes d'accès, si vous êtes au Maroc, il faut contacter l'IMIST. Je passe ces questions. Alors, question de Hicham, comment activer l'alerte? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Dans votre résultat, dans votre session Web of Science, je vais dans Search History, mon historique de recherche, okay, qui d'ailleurs n'est disponible que le temps de ma session. Si je me déconnecte, je perds la connexion Internet ou je ferme mon navigateur ou j'éteins mon PC, c'est historique. Quand vous faites recherche, voilà, je suis content avec cette recherche, la modélisation du Covid, etc. Et je sauvegarde la requête déjà pour avoir un historique. Comme ça, j'ai pas à chaque fois à retaper la requête et je crée une alerte. D'accord? Ok, alors je dois enlever ça. Ok, donc ici, j'ai la possibilité de créer mon alerte. Alors, on n'a pas la même liste à filtrer. Abdullah qui dit on n'a pas la même liste. Alors, une subtilité, les filtres que vous utilisez ou qui sont disponibles dépendent forcément de la base de données que vous utilisez. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'était un petit peu subtil sur la structure des données dans les bases de données. Donc, si j'utilise Web of Science Core, les filtres que vous allez avoir sont en gros typiquement les filtres que vous pouvez chercher ici, plus ou moins. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que si je cherche ici, les filtres qui sont disponibles, par exemple le nom de l'institution unifiée, l'agence de financement, ce genre d'informations dépendent, que vous pouvez utiliser sur la gauche, dépendent, donc là je peux aller dans toutes les options pour voir toutes les options, dépendent de la base de données que vous avez utilisée lors de votre requête. D'accord?
Ok, alors je continue. Ok, on se base alors que le nombre de citations pour l'infiltration, ou pour le filtre. Ça, c'est la question de Sabrine. La réponse est non. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure. Une publication citée n'est pas forcément incontournable. Elle peut être complètement hors sujet par rapport à ce que vous faites. Et de la même façon, ou à l'opposé, une publication qui n'a pas encore été citée peut être, elle, être incontournable. Donc, les filtres, le tri sur la date, le tri sur le nombre de citations, le tri sur l'utilisation, ça, ce sont que des indicateurs. Et en aucun cas des, des, des filtres qu'on doit utiliser de manière très stricte. Juste, ce sont des outils qui vous permettent ce sont des outils qui vous permettent très rapidement d'analyser quelles sont les publications les plus influentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut garder que les publications influentes. Okay. Alors, question de Younes qui demande quelle est la différence entre time cited et cited references. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Cited, c'est le nombre de fois où la publication a été citée. Et cited references, c'est les références qui ont été citées par cette publication. Si je lis la publication, ce sont les références que je trouve dans la publication. Alors, question de Inès qui dit, la question est en anglais, if we don't have open access to a certain article, is there a way to contact the author or the publisher through Web of Science? Alors, on peut contacter, c'est ce que je viens de mentionner, on peut contacter, mais pas depuis Web of Science. Vous pouvez contacter l'auteur. Souvent, si je prends une publication, vous allez trouver l'adresse mail de l'auteur. Je prends juste celle-ci, par exemple, au hasard. De l'auteur. Voilà, vous contactez et puis vous demandez est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une copie ou même peut-être même la première version de son manuscrit. Okay. Généralement, les auteurs partagent leurs travaux. Okay. Alors, je continue. Beaucoup de... Okay. Oui, alors je vous enverrai l'enregistrement. Quelqu'un demande est-ce que vous pouvez envoyer l'enregistrement? Oui. Alors, question de Aya qui dit le domaine du droit, s'il vous plaît. Le domaine du droit est on peut faire ça. Hein. Une recherche sur mots-clés. Par exemple, je sais pas moi, faire recherche avancée et on peut faire, vous allez voir très rapidement, si je fais, vous avez sur la droite ici WC pour Web of Science Category et je d'accord, par exemple. Le nombre de publications qui sont indexées dans Web of Science et qui parlent du domaine juridique ou du droit. Alors, j'ai fait ça sur toute la discipline. Il faudrait filtrer sur un sujet de recherche. D'accord. Quelqu'un dit, je ne vois pas les messages du chat. Oui, il n'y a que moi qui vois les messages du chat. Comment peut-on choisir les articles pertinents? Alors, je pense avoir répondu à cette question. Juste en se basant sur l'invitation, le résumé et tout l'article, si vous pouvez nous donner votre avis, vos conseils sur ce point. Alors, je pense l'avoir mentionné. Des outils pour vous aider à essayer. C'est pas parce qu'une publication est fortement citée que je vais faire de nouveau moi-même. Ce que je dis, c'est que qui mérite un petit peu d'attention. C'est tout ce que je dis. Alors bien sûr, il faudrait se d'accord, le titre et le résumé de la publication. Fortement cité, d'accord. Est-ce que la publication que j'ai envie de faire ou pas? Avant de foncer tête baissée, hein, je vois le résumé, okay. Au lieu de passer, voilà, page 114 à 192, donc c'est un article assez long. Moi, à partir du résumé, je me fais une opinion en me disant, voilà, je garde ou je garde pas.
à partir juste du titre et du résumé. OK? On fournit l'accès qu'aux institutions, pas aux individus, aux personnes. Alors, les publications en France, c'est une bonne question. Par exemple, ici, je vais chercher en anglais. Vous avez un filtre sur langue, ici, et vous allez avoir sur 14 000 publications en français. Ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant, c'est que même si la publication est en français, vous allez quand même avoir le titre et le résumé en anglais, très souvent. Voilà, publication normalement en français. Pensez, ça c'est une publication Human Coronavirus par exemple. Euh, je vois que c'est un titre en anglais, je vois le résumé en anglais. C'est qu'ils ont écrit la publication pour gagner en texte intégral. Ici, hein. Okay. Alors quelqu'un qui dit alors quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut se contenter de Web of Science? Personnellement, j'utilise essentiellement que Web of Science. Ça arrive. Dans ce cas-là, je vais dans Google Scholar ou comme j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Un site internet, je peux citer un reportage. Euh, publié dans les revues. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à accéder à l'intégralité. Ok. Euh, je veux citer dans mon article une définition donnée par un auteur ou un point de vue ou un résultat, mais qui a été cité par un autre auteur dans son article. Dois-je revenir à l'article du premier auteur et le lire? Euh, on peut faire les deux. Je conseille de revenir à la source. Référence à cet auteur. Donc, je vais reprendre cette référence et repartir à la référence d'origine. OK? Même article sur Web of Science et sur Scopus. Oui, parce qu'encore une fois, on parle de excès, c'est-à-dire les revues qui étaient nationalisées dans les deux plateformes. OK. Il y a une base de données des essais cliniques sur Web of Science. Pas dans Web of Science, on a d'autres. Je pense à Cortelis. Euh, je... Il me dit voilà, je suis intéressé par les essais cliniques. C'est pas le Web of Science, c'est une autre plateforme qu'on appelle Cortelis. Oui, il y a des ouvrages, question de Hicham, sur Web of Science. On peut trier sur le livre, par exemple. Alors voilà, je reviens sur ma publication. Vous avez vu, coronavirus humain. Ils ont mis le titre en anglais, Human Coronaviruses. Le résumé est en français et un résumé en anglais. Je lis la publication est en français. Anglophone.
Souvent, on nous dit, oui, mais j'ai du mal à publier en anglais, pardon. Vous publiez, vous mettez le titre et le résumé en anglais. Après, il faut trouver la revue qui accepte aussi les publications en deux langues. Ok. Alors, comment ça, aux bases de données peut-il lancer les publications? Alors, j'ai envie de dire oui, forcément, c'est ancienne ou c'est un qui est fait. On ne peut pas forcément s'abonner à. Même si vous aviez accès à toutes les bases de données du Web of Science, vous n'auriez pas accès à toute la littérature scientifique. C'est ça que je suis en train de dire. Ce que nous, on fait dans le Web of Science, on s'intéresse aux interviews de qualité. Comment créer un compte Web of Science? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure. Il suffit d'aller dans Sign in, Register. Quelqu'un me dit, j'arrive pas à enregistrer. Dès que j'ouvre l'historique, tout disparaît. Peut-être parce que vous n'êtes pas connecté. Ok, faut. Euh, euh, Est-ce qu'on peut trouver les mêmes articles différents? Effectivement, oui, vous pouvez. Je pense aux revues médicales, par exemple. Effectivement, vous allez trouver ce cas de figure. Toutes ces bases de données sont indépendantes entre ces bases de données. Peut-on l'utiliser comme référence dans nos thèses? Oui. La réponse est oui. Oui, je vous enverrai la démo. Alors, très bonne question de Saïd qui dit le résultat de recherche, c'est à partir du contenu des articles ou plus recherche, par sujet de recherche, par mot-clé. D'ailleurs, c'est la seule recherche qu'on a faite aujourd'hui. On pourrait chercher par institution. Si je repars dans le Web of Science, ici, la page d'accueil, vous allez voir recherche par mot-clé. On cherche sur topic. On peut chercher sur le titre, l'auteur, etc. Sur le ici, ce que vous dites, c'est que coronavirus, toutes les publications qui contiennent coronavirus dans le titre, ou dans le résumé, ou dans les mots-clés des auteurs, qu'on appelle les keywords plus. Les keywords plus, c'est ce que on rajoute une couche. Par exemple. Alors, on ne donne pas de clé, mais ce que nous on fait, c'est que on va avoir une équipe qui va lire l'article. Et voilà. Et les auteurs ont donné ces mots. Nous, on va en plus de ça. Si j'avais cherché sur SARS ou China, j'aurais trouvé cette publication. Ok. Est-ce que les personnes sont annexées? Oui. Euh, Est-ce qu'on peut se. Alors, j'ai déjà répondu. Une question de Hichem, j'ai un mais je n'arrive pas. Science. Encore une fois, si vous avez des problèmes d'accès, merci de contacter l'IMIST, qui est à l'université Hassan de Casablanca. Si vous avez un problème, l'accès se fait via l'UNT et il faut contacter la helpdesk. D'accord? Ok. Alors, quelqu'un me demande le droit maritime. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Il suffit de faire la recherche par mots-clés, voir au niveau des bases de données. Si vous n'êtes pas sûr, cherchez dans toutes les bases de données. Ok. Ok. Ok, alors, bonne remarque de Henda, toujours une bonne remarque. Pour la attestation de participation, à mon avis, seulement ceux qui ont assisté du début à la fin pourront la voir. Beaucoup de doctorants présentent pour les comptabiliser en crédit.
ça serait bien d'indiquer aussi la durée sur l'attestation. Ça, forcément, il y a des gens qui se sont déconnectés, parce qu'en vérité, la formation durait 45 minutes. Je mettrai 45 minutes pour tout le monde. Pour ceux qui sont restés un peu plus longtemps, je mettrai la durée, parce que là, ça fait quasiment, ça fait 1 heure et demie. Donc, très bonne remarque. Comment vous avez reçu le graphe de tout à l'heure? Dans vos résultats, on peut analyser les résultats. Map. C'est analyser ces critères qui vous intéressent. Alors, soit le domaine, soit au niveau de la publication, l'année de publication, l'agence de financement, etc. Donc, c'est parti dans année de publication, ok. Et là, ça va me donner la distribution de publication euh, par année. D'accord? Alors, j'ai une connexion, mais normalement, ça démarre. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu. Le contenu, bien sûr, la valeur du contenu scientifique, pas la fréquence publique. Beaucoup de. Ok, alors il y a des questions qui répètent. Alors, Mohamed Amin, la personne qui demandait par rapport au graphique. Voilà, donc là, j'ai le graphique sur le warrior. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, d'afficher seulement les articles? Voilà, j'ai la tendance des publications sur le corps. Est-ce que je peux filtrer uniquement reviews? C'est assez simple. On va. Je sais pas pourquoi j'ai une connexion assez lente. Euh, on va avoir un filtre sur document type et on met le type de document. Ok, ok, on répond aux autres questions en attendant. Ok. Alors, et alors là, le résultat, quelqu'un me demande comment je peux faire un état des lieux en forme de diagramme et de pourcentage. Je viens d'y répondre. On peut faire une proportion, ainsi de suite. Voilà, donc quelqu'un me demandait sur le type de document, si moi je m'intéresse qu'aux reviews, je filtre. Ok, alors on continue. Question de Mustafa qui dit un compte, encore une fois, la même chose sur euh, est-ce que WebAuthn autorise à exporter l'article vers un logiciel de gestion de bibliographie type Mendeley ou Zotero? Oui. On parlerait sur la préparation de votre manuscrit. Il me semble que c'est la prochaine. On peut exporter. À ma connaissance, Mendeley, Zotero supporte le format RefWorks. Vous exportez vers n'importe dans Zotero. Alors, question d'Abdullah qui dit: je vois des publications de dates publiées en juillet 2020. Voilà, par exemple, 1er juin 2020. Alors, encore une fois, Web of Science, Clarivate Analytics n'est pas un éditeur, mais on reçoit l'information des revues. C'est-à-dire que le tel juillet, ou même des fois
décembre 2020, tel numéro, apparaît dans tel numéro. Alors, bien sûr, on a les infos bibliographiques, le texte déjà disponible, pas disponible. Et on a aussi ce qu'on appelle le early access ou in press, c'est-à-dire que l'article a été accepté, il est disponible sur Internet, il n'est pas encore en version papier. Donc on a différentes, j'ai envie de dire, disponibilités en termes de publication. Mais vous avez la visibilité, et c'est une information assez intéressante quand vous voyez, vous avez une visibilité à plusieurs mois de ce qui va arriver qui sera publié sur le marché. Alors, Hicham qui demande quelles sont les métriques utilisées pour classer les publications à un fichier. Alors, vous avez la usage count, c'est le nombre de fois où la publication a été exportée par les utilisateurs du Web of Science. Ce qu'on dit, c'est que le nombre de citations correspond à un indicateur d'impact, d'influence. Usage count, c'est que la publication a été exportée vers EndNote, par exemple, ou Mendeley ou Zotero, mais n'a pas encore été citée. Relevance, c'est la pertinence. La pertinence, c'est, si je trie sur la pertinence, c'est plus la publication est pertinente. D'accord? Après, vous avez le tri sur l'auteur, sur le premier auteur, et ainsi de suite. On peut trier premier auteur, voilà, premier auteur ou le nom de la revue de la conférence. Okay. Oui, alors, related records, qu'est-ce que ça veut dire? 98 références, peu importe le nom, et on a cliqué. On avait 14 000. 14 000 publications qui sont liées à la publication précédente. Pourquoi? Parce que ces 14 000 publications, chaque publication partage au moins une de ces références. OK. Il y en a 14 000 autres publications. 14 000 autres publications qui citent au moins une de ces 298 références. Et donc, comme elles citent une littérature, la littérature commune, alors elles sont liées. Okay. Alors, il y a des questions. Quelles sont les revues indexées les plus importantes au Maroc dans le domaine des sciences humaines? Bon, c'est une question assez compliquée et très subjective. J'ai envie de dire, il n'y a pas de revues les plus importantes. On pourrait dire les revues les plus importantes. Ça, on en parlera dans une autre forme. Ok, alors quelqu'un qui me demande est-ce qu'on a accès à tous les articles? Vous savez peut-être le problème de paiement pour nous en Tunisie. Alors, c'est pas qu'en Tunisie, dans tous les pays. Euh, tous les pays, on peut pas accéder à tout, on peut pas tout payer, on peut pas s'abonner à tout ce qui est disponible. Je vous ai donné quelques méthodes pour essayer d'avoir accès à la publication tout à l'heure. Ok, alors j'arrive à la fin de la formation. Alors il y a d'autres questions. Alors, question qui dit comment peut-on savoir que la revue de la littérature est terminée? À chaque fois, il y a des actualités, des nouvelles tendances. Alors, toujours, la revue de la littérature, on l'a fait à un certain moment donné. Vous allez la faire pour une publication. Une fois que votre publication, votre papier est publié, ça y est, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez fait votre revue de la littérature à ce moment précis. OK. Il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Alors, quelqu'un me demande est-ce que Web of Science est gratuit? Si vous êtes au Maroc et en Tunisie, vous devriez avoir accès au Web of Science.
Je remets la page ici. Des gens me demandent mon adresse mail. Euh, hum. Alors, question toujours qui revient. Est-ce qu'il y a assez de documentation dans Web of Science en sciences sociales? Oui, énormément. Vous seriez surpris du nombre de revues indexées en sciences sociales. Ok, alors j'essaie de voir. Alors quelqu'un me dit comment justifier la participation. J'ai la liste euh, avec le temps passé lors de la session. Donc normalement, vous n'aurez pas de problème. Il n'y a pas besoin de justifier la participation. Ok. Euh, alors, une autre question sur. J'ai toujours de problème de recherche en anglais. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire la traduction? Bon, il y a plein de sites de traduction, mais à partir des mots-clés. Vous pouvez faire l'exercice. Cherchez en français, vous mettez le même mot-clé en anglais et vous verrez le nombre de publications. Il est décuplé. Euh, alors non, il n'y a pas de version française de Web of Science. Il y aura une version en arabe très prochainement, euh, si ça peut vous intéresser. Euh, si je cherche les articles effectués en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, sachant que l'auteur peut faire partie d'une université étrangère. Oui, alors on peut filtrer sur, encore une fois, c'est un filtre, on peut filtrer sur le pays, cherche par mots-clés, et ensuite vous filtrez, vous descendez dans la liste des filtres et vous filtrez sur le pays. Il se peut que le chercheur ait une double affiliation, effectivement, mais dans ce cas-là, chaque pays euh, est listé. Pour la rédaction des articles, oui, je vais en parler, c'est la semaine prochaine. Il me semble que c'est le jeudi, le 21, sur préparation du manuscrit, il me semble. Ou alors c'est le mardi, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est la semaine prochaine. Euh, pour tous les problèmes d'accès, je suis vraiment désolé. Je suis très limité sur l'accès, puisque l'accès est centralisé au CNUTS en Tunisie et à l'IMIST pour le Maroc, et ensuite l'accès est distribué aux utilisateurs. Chaque institution a sa façon de faire. Pour le CNUTS, il y a un accès qui a été mis en disposition via VPN. Pour le Maroc, je vous conseille, avec votre adresse institutionnelle, d'approcher l'IMIST. OK. Euh, oui, tout sera envoyé par email, l'enregistrement, l'attestation, ainsi que la présentation en PDF. Vous me laissez juste un peu de temps parce que vous êtes nombreux. Euh, ok, je parcours les dernières questions. Alors, une remarque intéressante. Ilham qui dit une recherche bibliographique n'est jamais définitive, donc on ne peut la terminer qu'à la fin de notre thèse, point d'interrogation. Alors, on va dire non. La thèse, si vous faites une thèse avec plusieurs chapitres, chaque chapitre c'est une publication, un article, la faites au fur et à mesure. Si vous êtes intéressé, enfin, je pense pas que moi je ferai ça. Vous pouvez revenir sur l'étude bibliographique et éventuellement rajouter des publications récentes, si possible, si vous voulez. Alors, une question intéressante sur est-ce qu'on cite les publications des plus récentes aux plus anciennes? Encore une fois, ben, ça dépend du sujet que vous traitez. Euh, si on fait un historique et on fait un état des lieux de ce qui a été fait, on peut toujours commencer par la plus ancienne en disant, voilà, tel auteur, à notre connaissance, le premier à avoir, je sais pas moi, utilisé ou mis en place cette méthode ou ce protocole ou ainsi de suite. Et ensuite, on peut citer les autres, soit par ordre alphabétique, soit moi, j'aime bien l'ordre chronologique. Comme ça, on fait un petit historique et ensuite, enfin, j'ai envie de dire, c'est libre à vous. Après, ça dépend aussi il y a différentes traditions de recherche, j'ai envie de dire. Euh, vous de voir comment ça se fait dans votre domaine aussi.
Alors, question de Mohamed, avez-vous une page sur YouTube? La réponse est oui, mais j'ai pas encore mis de vidéo. Je vous envoie le lien dès que possible. Je vais essayer de faire ça dès que possible, comme ça je mets les vidéos au fur et à mesure. Oui, Abdrahim, si on veut vous contacter au sujet de quelques détails, comment on peut faire? Vous avez l'adresse mail qui est disponible ici, jamal.elwahi@clarivate.com. Sinon, vous recevrez mon email de toute façon. Alors, Soukena, comment continuer à bénéficier de ce type de conférence? Ben, vous avez dû recevoir l'annonce via le CNUT ou soit via l'IMIST ou soit via l'administration de votre institution. Généralement, ce que je fais, c'est que j'annonce ces formations au ministère en Tunisie et au Maroc et ensuite ils dispatchent l'information. Donc, normalement, ce sera le même canal. Hum, alors, il y a des questions qui sortent un petit peu du sujet là. Euh, c'est des questions auxquelles je répondrai dans les autres sessions. Une question sur collecter les références sur Zotero. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Comment rendre le projet de publication pertinent et avoir l'aval des éditeurs. J'en parlerai dans les formations très prochainement. Quelle est l'importance des articles scientifiques dans la pratique scientifique contemporaine? J'ai envie de dire très importante. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la publication reine en termes d'articles. Après, moi, c'est que si vous avez des résultats intéressants, vous les partagez, peu importe le support, que ce soit dans une conférence, que ce soit un chapitre de livre, que ce soit même un blog ou une vidéo, peu importe, il faut avoir cette culture de la publication. Après, peu importe le type de publication. L'article, ce qui est intéressant dans l'article, quand vous allez soumettre votre article à une revue, je viens de le mentionner très rapidement, on parle de l'aval des éditeurs. En vérité, vous allez avoir des examinateurs qui vont évaluer la qualité de votre publication. Et cet examen par les pairs, vous ne l'avez pas si vous faites un blog, vous faites une vidéo, vous êtes libre de publier ce que vous voulez. D'accord? Personne ne va venir euh, prendre le temps d'évaluer. Alors bon, il y en a qui le font, mais ce n'est pas systématique. Auprès des éditeurs, vous allez avoir une équipe d'examinateurs qui vont évaluer la qualité de votre publication. Et si on parle d'articles, comme de reviews aussi, ça donne un certain cachet, j'ai envie de dire, de qualité sur la publication. C'est pour ça qu'on parle d'articles dans les revues où il y a un système d'examen ou d'examination par les pairs. D'accord? Les conférences, dans beaucoup de conférences, vous publiez, vous présentez une publication. Il y a aussi un certain examen par les pairs qui est fait, mais la publication est souvent plus courte et l'examen par les pairs peut-être pas aussi rigoureux qu'auprès des éditeurs. Ok. Ok, alors, une autre question sur le pays. Il y a un filtre sur le pays. Vous faites la recherche sur le mot-clé. Vous filtrez par exemple sur Maroc ou Tunisie. Et ensuite, on a la liste de tous les auteurs qui ont contribué à ces publications. Vous trouverez aussi des auteurs d'autres pays puisqu'il y a des collaborations. Donc, vous allez trouver par exemple un chercheur basé en Tunisie qui a collaboré avec un chercheur au Maroc et eux-mêmes ont collaboré avec un chercheur en Espagne, en Italie ou en France ou aux États-Unis ou ailleurs. D'accord? Donc, dans ces listes d'auteurs, vous allez avoir des auteurs d'autres pays également qui ont collaboré. OK. Ok. Alors, il y a des questions assez précises, des gens qui me parlent d'économie, qui me donnent chacun leur sujet. Je ne peux pas traiter un millier de sujets. Vous avez tous des sujets très différents. Le sujet que j'ai utilisé aujourd'hui, bon, coronavirus, c'est le sujet d'actualité. Le système est le même. La méthode est vraiment la même. Vous mettez vos mots-clés. Préférence, je vous conseille en anglais, puisqu'en français, vous serez limité. Ensuite, vous utilisez les filtres qui vous intéresse pour analyser et faire l'état des lieux. D'accord? Il y a des gens qui me demandent pour le droit maritime, ici pour les recherches en économie. Je peux pas, malheureusement, j'aimerais, mais je peux pas, pardon, je peux pas traiter tous les sujets ici. Euh,
ici, une bonne question de Raja qui dit, s'il vous plaît, pour que notre publication soit plus pertinente, est-ce qu'on doit citer que les références indexées les plus récentes? Alors, pour les références indexées, effectivement, quand la qualité de votre publication, votre liste de références donne un aperçu de la qualité de votre travail, c'est-à-dire le travail de lecture que vous avez fait et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est un petit peu votre image de marque. En gros, cet auteur, qu'est-ce qu'il a lu ou qu'est-ce qu'elle a lu, qu'elle a cité. OK? Euh, c'est un point assez important. Qu'est-ce que vous citez en fait? Ensuite, les publications les plus récentes, pas forcément, parce qu'il y a des publications anciennes qui restent d'actualité. OK? Par contre, les publications récentes, ça montre que vous êtes, entre guillemets, à la page sur les derniers développements. Et aussi pour prouver que ce que vous faites n'a pas déjà été fait, surtout récemment. OK? OK, alors quelqu'un qui me demande comment faire une requête approche par compétence en enseignement supérieur. Encore une fois, ce sont des mots-clés en français. Il faudrait ces mots-clés en anglais. Euh, Ce que je ferai ici, je mettrai approach en anglais, OK, and skills, OK, avec l'opérateur and. Et ensuite, je mettrai ces deux mots-clés entre parenthèses, and, alors enseignement supérieur, higher education, OK. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, au lieu de mettre mon sujet avec, donc le sujet c'est approche par compétence en enseignement supérieur, je mettrai skills ou skill avec une étoile and approach entre parenthèses, skill or approach, pardon, and higher education ou high edu, EDU. OK. OK. Question intéressante. Est-ce que l'accès au Web of Science demeure après le confinement pour les Marocains? Oui, oui, oui. On compte pas on compte pas couper l'accès. L'accès, vous l'avez jusqu'au renouvellement du contrat. Donc, non, vous avez encore accès jusqu'à au moins l'année prochaine. Je vous enverrai par mail toute la documentation. Quelqu'un me demande comment vous allez nous envoyer la documentation. Quelqu'un me demande organiser une conférence sur la rédaction d'articles. J'en parlerai encore une fois la semaine prochaine. Je vous enverrai le PDF. Euh, alors, très bonne remarque, et je l'ai mentionné deux fois, ici de Nabil. Les publications les plus pertinentes réduisent peut-être les chances d'innovation. Effectivement, c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, moi je ne vous demande pas, encore une fois je répète, de citer à la fois ce qui a déjà été cité. Et encore une fois, une publication fortement citée n'est pas forcément la plus pertinente. Et à l'opposé, une publication qui a été peu citée, c'est peut-être une publication qui est très innovante, qui n'a pas encore suscité beaucoup d'intérêt et qui peut potentiellement... Enfin, les publications fortement citées, elles ont toutes commencé à zéro citation. C'est ça que je suis en train de... C'est ça que je suis en train de dire. Les publications commencent toujours à zéro citation. Après, il y a des publications qui attirent des citations plus rapidement que d'autres. OK? Euh, ce que moi je dis, c'est pour faire l'état des lieux de la recherche, ces publications fortement citées, ce qu'on peut appeler recherche fondamentale dans votre domaine, ce sont des publications qui méritent un peu d'attention. Est-ce que les recherches consistent seulement aux articles ou bien on trouvera des livres ou des articles? Non, il y a tous les types de documents. Ok, on va pas parler de facteurs d'impact et de revues payantes ou pas, c'est pas l'objectif de la session aujourd'hui. Euh, des gens qui demandent combien de temps je dois passer sur la synthèse bibliographique et combien de références je dois citer. Il y a pas de réponse, il y a pas de réponse là-dessus. Il y a des gens qui font une revue littéraire, après c'est l'expérience, c'est aussi laquelle vous lisez.
comment vous faites vos requêtes, les références, les publications déjà dans votre base de données. Tout ça aide à aller plus vite. Il n'y a pas de temps. Le nombre de références, non, vous l'avez bien vu, il y a des gens qui citent 10 références, 15, 20, il y en a qui en citent 298, il y en a qui en citent. Il n'y a pas de nombre exact, j'ai envie de dire. Ok. Je suis en première année, je suis encore dans la phase de collecte des articles. Est-ce que ça présente un grand handicap? Non. Non, parce que j'ai envie de dire, on collecte des articles tout le temps. Tout le temps, on doit lire, pas qu'en première année. Euh, et j'ai envie de dire, non, si vous passez beaucoup de temps sur la collecte d'articles et vous lisez ces articles, j'ai envie de dire, ça vous donne un avantage puisque vous aurez une meilleure idée de ce que vous essayez de faire. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que c'est un travail qu'on fait en continu et pas qu'en première année. Euh, alors, quelqu'un me dit, est-ce qu'on peut faire la comparaison entre deux auteurs? Pas avec le Web of Science ou alors de manière très limitée. C'est pas l'objectif. C'était pas l'objectif de la session. Je ferai une autre session sur la comparaison des auteurs, des institutions avec un autre outil. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Ok, alors il y a des réponses, il y a des questions, pardon, il y a des Alors, j'ai pas parlé de EndNote aujourd'hui. Encore une fois, c'était faire une synthèse bibliographique, quelques conseils. Euh, hum, ok, je continue. Euh, alors, beaucoup de gens qui posent des questions sur structure du manuscrit, comment rédiger un article. Tout ça, ça sera la semaine prochaine. J'en parlerai la semaine prochaine. Alors, beaucoup de gens me parlent de EndNote. On fera une autre session sur EndNote si vous voulez. Et j'en parlerai aussi la semaine prochaine. Il y a beaucoup de questions, hein. Il y a énormément de questions, comme vous pouvez le constater. Euh, ok. Ok. Euh, alors, enfin, je suis désolé, il y a beaucoup de questions qui sont hors sujet. Ce que je vous propose, euh, je pense que ça sera plus simple, c'est de faire une session questions-réponses. Ok. Comme ça, je réponds au fur et à mesure, parce que là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Des gens qui me parlent de plagiat, des gens qui parlent d'autres sujets qui ont. C'était comment faire une synthèse bibliographique, quelques conseils. Euh, beaucoup de questions qui sont hors sujet. Euh, ce que je vous propose, on va faire ça comme ça, je pense que ça sera plus simple. Donc, il y a la formation d'aujourd'hui, la formation après-demain et deux formations la semaine prochaine. Ce que je vous propose, Inch'Allah, après les 8, on fait une session questions-réponses. OK? Et, euh, et on fait 1 heure. Je lis les questions dans le chat et je réponds au fur et à mesure. OK? Parce que là, j'ai. Et il y a des gens qui posent plusieurs fois la même question, ce qui fait que moi, c'est très difficile pour moi d'identifier les questions euh, euh, relatives à la, à la formation. Euh, Ce que je vais faire, je vais programmer la formation dès maintenant. Vous allez recevoir votre attestation et la présentation, ainsi que le lien vers l'enregistrement. Et, et on fait une session questions-réponses, ok? Surtout et n'importe quoi.
je pense que c'est plus simple. Là, je vois, il y a des gens qui m'ont posé la même question 20 fois, auquel j'ai déjà répondu. Euh, euh, Une question de Thierry qui me disent qu'il faut être forcément de limiste pour pouvoir avoir un compte dans Web of Science. Non, c'est limiste qui s'abonne à la plateforme et il redistribue l'accès aux universités publiques du Maroc. D'accord? L'accès se fait via Limist, mais il n'y a pas que Limist qui a accès. Ok? De la même façon en Tunisie. Ok, alors, Younes, je pense avoir répondu à cette question qui est comment faire si je cherche des articles effectués en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, sachant que l'auteur peut faire partie d'une université étrangère. J'ai déjà répondu. Voilà, donc cette question-là, elle a été posée plein de fois. Ok. Je pense avoir fait le tour. Quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on a accès au Web of Science en Hongrie? Apparemment, il y a quelqu'un qui est en Hongrie. Je sais pas. Je sais qu'on a une équipe basée en Europe de l'Est. À la limite, vous pouvez me contacter. Je vous mets en contact avec mon collègue en Europe de l'Est. Ok, je crois qu'on a fait le... Ok. Ok. Tous ceux qui ont ok. Tous ceux qui ont accédé à la formation et qui ont participé aujourd'hui, encore une fois, vous recevrez l'attestation et les documents. Je programme la formation dès que possible pour après l'Aïd, Inch'Allah, sur... on fait une session questions-réponses. Je pense que c'est plus simple. Euh, Comme ça, on peut éclaircir plein de points qui ont été mentionnés aujourd'hui. Ok. Ok. Alors, j'ai pas compris le nom, le nom du logiciel que j'utilise pour les slides. Les PowerPoint, j'utilise PowerPoint. C'est tout ce que j'utilise. Alors, quelqu'un me dit, c'est quoi end model que vous avez écrit dans la recherche? End model, c'est model, j'avais mis une étoile. En gros, je veux euh, toutes les publications qui parlent du Covid-19, coronavirus, Covid-19, et à la fois modèle, tous les mots qui contiennent modèle. Alors, modèle, modelisation, etc. Ok. Oui, la partie des questions va être inclue dans la vidéo enregistrée. Euh, oui, alors, Enda, c'est un PowerPoint que j'utilise. Ok. Euh, ok. Euh, ça sera tout. Euh, Encore une fois, je vous envoie les informations et à très bientôt. Inch'Allah, bon courage et à très bientôt. Salam alaikum.